Eh bien, bonjour Bajned, merci d'être là, de plus en plus nombreux à suivre la revue de presse du monde moderne. Je suis Alexis Poulain, vous me connaissez peut-être maintenant, puisque j'ai même lancé ma candidature à la présidentielle de 2027 et vous êtes nombreux d'ailleurs à répondre positivement à cette alliance populaire. J'espère qu'il va changer la donne. Allez, on peut rêver, mais oui, il faut rêver, mais surtout il faut agir parce que vous allez voir qu'ils sont prêts à tout. Il ne faut pas chercher de coupable, bien sûr, pour ceux qui ont simplement provoquer la faillite de la France. Il faut simplement accepter et payer pour leurs erreurs. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que vous êtes nombreux à ne pas être d'accord avec ça. Merci donc de suivre sur X, sur YouTube et sur tous les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire bien entendu, gracieusement, simplement, mais aussi en nous soutenant pour 1 € par mois sur patreon.com/le monde moderne ou ici. Voilà. Et puis, vous pouvez commander, bien sûr, les élastiques du monde moderne. On en parlera tout à l'heure. Merveilleux outil de protection contre le monde tel qu'il est, qui vous décuple à la fois vos super pouvoirs, même si vous n'en avez pas, et qui permet de se sentir moins seul, on peut le dire. Il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse postale du monde moderne qui s'affichera en fin d'émission. Merci à tous donc d'être connectés ce matin. Alors, on va parler, bien sûr, de plein de sujets, comme d'habitude, des morts à Gaza et on en parle comme si c'était normal après tout. Une centaine de morts de plus, et bah oui, quoi de plus normal, avec l'armée la plus morale du monde. On va parler, bien sûr, de, Bruno Le Maire qui organise sa défense. Pas responsable, pas coupable, pas vu, pas pris. On a l'habitude avec eux. Et puis, on va parler de Michel Barnier qui, dans une grande interview au journal du dimanche, explique comment il va nous faire mal, parce qu'il va falloir se faire mal pour sauver ce pays. Et oui, mesdames, messieurs, c'est ainsi. Nous n'avons pas le choix. Et pourtant, lui s'occupe à décorer son bureau de Matignon avec des photos de lui jeune à Albertville, mais aussi des photos, souvenirs qui lui rappellent tout ce qu'il a fait de sa longue carrière, Michel Barnier, puisqu'il était député il y a de ça déjà une quarantaine d'années. Il était même Benjamin. Et puis on parlera des jeunes aussi, avec Jordan Bardella qui sort un livre, Ce que je cherche, la merde évidemment, une page d'ailleurs merveilleuse où il parle de cette légende, comme quoi il se serait chié dessus dans un amphi à Tolbiac. Il explique avoir vécu dans son fort intérieur ce qu'était le harcèlement et donc qu'il sait très bien de quoi il parle. Encore un fils à papa qui va nous expliquer comment fonctionne la France. Stop, pitié, arrêtons là. Mais non, visiblement, les uns et les autres en redemandent. Alors, on va commencer déjà avec une nouvelle incroyable. Figurez-vous que Emmanuel Macron était très fâché que ses mots sur Israël soient dévoilés à l'issue du Conseil des ministres. Vous savez, il avait dit oui, vous savez, moi je pense qu'Israël doit respecter l'ONU puisque c'est une résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël en 48. Alors c'est plus compliqué que ça, mais ce qu'il voulait dire, c'était que l'État d'Israël devait respecter le droit international comme tout le monde, puisque c'est pas vraiment le cas, hein. En l'occurrence, les crimes de guerre se multiplient, mais c'est normal puisque c'est le droit à se défendre. Et vous verrez, on le lira d'ailleurs, il y a une merveilleuse tribune de Roussel Krief que je vais vous lire tout à l'heure, qui permet de comprendre comment certains voient le monde par rapport à d'autres qui sont actuellement en Russie, à Kazan, pour les BRICS notamment. Le monde multipolaire est en train d'advenir et ça emmerde quand même beaucoup l'ordre américain. Mais globalement, Emmanuel Macron était très fâché que ces mots aient été sortis de leur contexte, puisque c'est la parole de la France qui est en jeu quand sa parole sort. Et en fin lignée, il a essayé d'enquêter pour savoir quel était le ministre qui avait tout simplement vendu la mèche, essayé de vendre le truc. Et figurez-vous qu'il a trouvé, enfin, ou du moins c'est ce qu'il pense avoir trouvé. Est-ce que vous savez qui c'est? Allez, je vous laisse jouer. C'est une ministre et pas un ministre. Alors je sais, vous ne les connaissez pas. Allez, c'est une ministre, mais on la connaît parce qu'elle est vraiment caricaturale. Oui, vous l'avez? Mais oui, vous l'avez. Anne Genthet. Madame, comment bien traiter sa bonne Philippine quand, on est expat à Singapour? Donc elle est ministre de l'Éducation nationale, si vous ne le savez pas. Elle ne sait pas tenir un parapluie, c'est normal, elle est ministre, et néanmoins, apparemment, c'est elle qui aurait organisé, enfin qui au pas organisé, qui aurait simplement, gaffé, en disant ce qu'il ne fallait pas dire, c'est-à-dire les mots d'Emmanuel Macron au conseil des ministres. Alors elle va sans doute se faire, massacrer par Emmanuel Macron, gentiment, avec le sourire et bienveillance, puisque en termes de manager toxique, je pense qu'on fait pas mieux. Et donc, elle va passer un sale quart d'heure, Anne Genthet. On peut la féliciter, bravo.
Bravo pour, cet incroyable talent, Anne Genetet. La gaffe, au plus haut point, au sommet de l'État, de quoi remettre en cause même la diplomatie française. Ah oui, 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 c'est assez terrible. Et puis je vous en parlais à l'instant, c'est dans le journal du dimanche donc, le grand entretien avec Michel Barnier, Barnier. Et oui, catastrophe naturelle, eh bien, il a un projet de force européenne de protection civile. Et oui, la France, ne peut plus rien faire toute seule, vous le savez, hein. Le but, c'est de dire: «Nous ne sommes plus un grand pays, la dette de toute façon a tout ravagé, donc maintenant on ne peut plus rien faire sans nos camarades européens», hein, notamment des lois contre les populations. Donc ça, c'est toujours la douille, hein, l'idée de dire, là, une force européenne de protection civile, c'est sans doute la première marche vers l'Eurofort, hein, l'armée européenne, la police européenne, et puis les pacificateurs de Panem. Si vous avez regardé Hunger Games, nous serons simplement un district au sein de ce groupement de districts, et les pacificateurs seront là pour nous expliquer pourquoi il faut aimer la démocratie européenne, bien entendu. Un budget, bien entendu, il ne veut pas alourdir la fiscalité, et puis l'immigration, hein, transposer le pacte asile-immigration dans notre loi, ce qui paraît pas compliqué comme ça, mais en fait, si, mais il a entière confiance en Bruno Retailleau. Vous verrez d'ailleurs de merveilleuses photos dans le journal du dimanche de Bruno Retailleau, qui visiblement fait beaucoup d'effet à Vincent Bolloré. Ouais, ouais, il se passe un truc là. Il y a une bromance qui est en train de s'installer, c'est un truc de dingue. Alors en vrai, l'interview ne sert qu'à une chose, comment réduire le nombre de fonctionnaires? C'est l'objectif, hein. Voilà, donc en gros, vous savez, les économies, ce sera simplement détruire les services publics et potentiellement vendre les bijoux de famille pour rembourser la dette. Vous êtes au courant, et puis ensuite, il faudra bien sûr donner un rein, et que, l'aîné de chaque famille donne un rein, un œil, un poumon, enfin un organe, globalement pour rembourser la dette. C'est à peu près, le plan don d'organes, Michel Barnier, qui va, se mettre en place. Alors, il n'y est pour rien, Michel Barnier, bien entendu, il fait partie simplement de cette caste, hein, de gens qui sont payés, vraiment beaucoup à rien foutre, et qui ne savent pas tenir un parapluie, et qui nous expliquent ensuite comment il faut faire, et que c'est extrêmement important d'être un peu responsable. Eux ne le sont jamais, donc à un moment stop, j'ai pas envie d'être responsable pour eux. La situation économique de la France semble fragile. La consommation est à aune, les défaillances d'entreprises à la hausse, l'investissement est à la peine. Cela vous inquiète-t-il? Alors, normalement, oui, tu es censé être inquiet. Tu te dis: «Bah, quand même, c'est mon pays, c'est quand même le merdier là, qu'est-ce qu'on fait?» Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Alors évidemment, comme il est payé avec notre argent, il est sûr d'être tout le temps payé. C'est pas comme un chef d'entreprise qui est là, qui se dit: «Je vais pas pouvoir payer mes fournisseurs, je vais pas pouvoir payer l'électricité, je vais pas pouvoir me payer, je vais être obligé de mettre la clé sous la porte». Là, quand tu es Michel Barnier ou n'importe quel élu, tu t'en fous, ça tombe à la fin de chaque mois, c'est les Français qui payent pour toi. Alors évidemment que tu es optimiste, tu te dis: «Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le Titanic, mais de toute façon ça tombe chaque mois et je suis payé pour ça, c'est formidable». Sauf quand tu es pas élu. Mais on s'en fout puisque le gouvernement, ils sont nommés, mais pas élus. Mais alors là, donc le mec est très content, il est pas si pessimiste. Normal, c'est Michel Barnier, 35 000 € de retraite par mois, peinard, peinard le gars. Nous bénéficions d'un taux de croissance de 1,1%. Wouh! Wouhou! Mais c'est du délire ça, Michel. Ouais. Et l'inflation continue de baisser. Ah bah alors ça, mais où? Pas en France. Ah non, oui d'accord, parce que je me disais, tout comme le taux d'intérêt. D'accord. Certains secteurs, le bâtiment, le logement, l'automobile sont en difficulté, et je ne sous-estime pas les risques de perte d'emploi dans ces domaines d'activité. Alors c'est pas des petits domaines d'activité, on parle du bâtiment, du logement, de l'automobile. C'est quand même, bon, mais c'est pas grave. Mais nous allons faire face. Sur le logement, par exemple, eh bien, un levier de croissance très important, immédiatement mobilisable avec la mise en place du prêt à taux zéro, étendu à tout le territoire pour les primo-accédants. J'ai l'impression qu'ils le sortent tous les 6 mois, ce truc-là. Le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, je pensais que c'était déjà le cas depuis tout le temps, et non, ils te le ressortent en disant: «Mais non, mais on a une solution, c'est le prêt à taux zéro». Mais si les gens n'ont plus d'argent, ils vont pas emprunter. La banque va leur dire: «Vous avez pas d'argent, je vais pas vous prêter de la thune non plus pour acheter un logement». Enfin bon, c'est compliqué, hein. Je ne veux pas qu'on alourdisse la fiscalité au-delà de l'effort temporaire que nous avons demandé, voilà, c'est là, à certaines grandes entreprises et aux contribuables les plus aisés. Et je m'engage à ce qu'aucune taxe temporaire, dictée par les circonstances, ne devienne permanente. C'est à cette seule condition que les contribuables à qui l'on demande un effort supplémentaire l'accepteront. Euh,
Ah oui, alors quand tu es riche, hein, les mecs arrivent avec, «Attention, on vous demande un truc, soyez sympa, tapez pas, c'est vraiment temporaire. Ce qu'on vous demande, c'est de donner 2 centimes si vous pouvez, seulement sur 6 mois et alors après, vous inquiétez pas, c'est les pauvres qui vont payer. Mais faites un effort, sinon ils vont sortir les fourches». Donc c'est un peu ça. Là, tu te dis: «Bon, pourquoi pas?» après tout, bon, Michel Barnier, hein, le mec a la confiance, hein, vraiment. La commission des finances a rejeté le texte profondément remanié, incluant de très fortes hausses d'impôts proposées par la gauche. Alors, il y avait 60 milliards de recettes proposées par la gauche, ça tirait dans tous les sens, et globalement, c'était les plus riches qui devaient payer. Mais heureusement, les députés macronistes veillaient et étaient là pour protéger leurs donneurs d'ordre et assurer que, bien sûr, les citoyens les plus aisés ne paieraient pas plus d'impôts. Je suis pas pour l'impôt, hein, je vous le cache pas, hein, c'est quelque chose qui devient confiscatoire, surtout quand on voit ce que fait l'État pour nous, c'est-à-dire nous emmerder, nous foutre des amendes, nous empêcher de circuler, nous maltraiter globalement et puis ensuite dilapider nos impôts pour des porteurs de parapluies, de ministres, qui ont pourtant 2 bras, 2 jambes et qui sont incapables de les utiliser. Donc, à un moment, stop. Mais là, il faut être cohérent avec ses valeurs. Avec l'adoption des amendements du nouveau Front populaire, qui ne s'articulaient même pas entre eux, le texte était devenu insoutenable. Insoutenable, insoutenable. C'était des visions d'horreur, comme à Gaza, par exemple. Non, ça va, ça passe. Non, je veux dire, le texte était insoutenable. Ah oui, d'accord. Des dizaines de milliards d'impôts supplémentaires qui conduiraient à fragiliser nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les citoyens méritent du sérieux et de la responsabilité. C'est là où franchement du sérieux et de la responsabilité, j'en peux plus en fait de leurs, petits discours. Parce que le sérieux et la responsabilité, ça se résume en fait à se couvrir le cul pour les responsables de la faillite. Vous savez, Bruno Le Maire, qui s'exfiltre en Suisse gentiment, puis qui organise sa défense avec, d'ailleurs, il est très, très fort Bruno Le Maire, puisque, en coulisses, il a rencontré Alexis Collère, Macron, il parle un peu avec tout le monde pour préparer sa défense, pour être sûr quand même qu'on dise pas que c'est sa faute à lui, si aujourd'hui on en est là et il faudrait surtout pas trouver des coupables. Et vous aviez par exemple Laurent Saint-Martin, qui est à Bercy maintenant, qui, a repris, le lourd, heu, tribut, du budget, puisque le ministre qui remplace Bruno Le Maire, c'est Antoine Armand. Et voilà ce que dit, Saint-Martin sur, «Oui, c'est bien de chercher des coupables, mais il faut pas chercher des coupables, en fait». Écoutez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est Je l'organisation voudrais dire que je trouve assez détestable la petite musique de mise en cause de l'administration, qui fait un travail remarquable, notamment les remarquable. prévisionnistes. Notamment les prévisionnistes qui n'avaient pas vu venir quand même le trou de 100 milliards. Ah non, c'est vrai qu'ils font un travail remarquable ces mecs-là. Je les salue, je les félicite même. Ne pas avoir vu le trou qui arrive, c'est un travail remarquable. Il y a aucun problème, Laurent Saint-Martin. Allez, allez, vous savez, c'était, Marlène Schiappa qui chantait, dans un stade pour faire entrer sur scène Laurent Saint-Martin, hein, voilà ce qu'il dit. Donc, détestable, cette petite musique pour dire: «Vous faites quand même de la merde à Bercy». Deux, je trouve assez détestable de considérer que ceux qui étaient au gouvernement avant nous seraient coupables de mensonges ou de dissimulation. Ah bah, ils le sont complètement, hein. D'ailleurs, en période électorale, normalement, vous savez, c'est même passible de la loi, mais non, c'est détestable. D'accord, c'est détestable, OK. Je trouve ça Ben, il y a quand même totalement un trou infamant. de Non, non. 50 milliards d'euros, Non, donc c'est pas une Ah et même le journaliste de France Info non mais attendez quand même, ouais, c'est pas détestable, c'est vous qui êtes détestable, en fait. Faut arrêter là de l'inversion accusatoire. question de mensonge c'est pas une question de mensonge. C'est une question. Si, c'est une question de mensonge. Ils ont maquillé les comptes et là, ils essaient de faire croire que c'est un problème, en fait, d'arbitrage, de prédiction, tout simplement, voilà. Donc c'est pas une question de mensonge, si. Et c'est une question de responsabilité aussi. Un ministre, c'est responsable. Point. Et là, j'en viens au fond de difficultés effectivement à prévoir les recettes, non pas la croissance, mais les recettes fiscales. C'est ce qu'il Tout a dit. simplement parce que, et là aussi je vais essayer d'être le plus clair possible, Mmh. il y a au lendemain des crises une difficulté à prévoir le juste rebond en termes de recettes. Ça s'appelle l'élasticité par rapport à la croissance, justement. Ah, l'élasticité par rapport à la croissance, alors il suffit de mettre un élastique à chibre du monde moderne, Laurent Saint-Martin, et là, hop, hop, tu peux voir que, ah! Mais c'est Bruno Le Maire qui a fait n'importe quoi. Mais c'est les prévisionnistes de Bercy qui ont fait n'importe quoi. Mais évidemment qu'avec la politique de Macron, de filer plein de cadeaux aux riches et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de recettes, bah, il y a moins en moins de recettes. Il y a pas besoin d'avoir fait l'ENA
pour être au courant de ça. D'ailleurs, on se demande si l'ENA, c'est pas fait pour se faire simplement enlever la dignité. Et après, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont de magnifiques carrières publiques. Mais sérieusement? Et là, le mec te parle de rebond et d'élasticité. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, quel niveau de recettes fiscales réelles vous avez quand vous avez un rebond de croissance et une inflation qui évolue aussi fortement que cela a été le cas après la période On Covid? l'aperçoit Je vous progressivement que les rappelle recettes, que- on va pas en avoir autant. Je vous rappelle que nous avons une Ah oui, puis Nathalie Saint-Cric est là quand même pour faire le damage control, hein. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit progressivement que les recettes, on va pas en avoir, mais progressivement, hein. Mais c'est pas, vous avez pas menti, mais vous avez menti. Et là, vous essayez de sauver votre cul, c'est merveilleux quand même. Et les Français, bien gentils, vont accepter ça. Je suis hors de moi. forte récession, Oui. puis un fort rebond, c'est-à-dire une croissance qui n'est pas naturelle, c'est une croissance qui a été une croissance de réaction, qui a elle-même été boostée par un plan de relance, et donc la réalité des recettes fiscales. Donc là, Laurent Saint-Martin t'explique que la croissance était totalement fictive, en fait, entretenue par un plan de relance, donc par la dette. Donc là, il t'explique qu'ils ont effectivement fait une énorme erreur, volontairement, hein. Ils ont fait de la dette pour faire semblant, pour simuler une croissance qui n'était pas là. Parce qu'ils avaient flingué le pays, bien sûr, avec le confinement et maintenant la guerre en Ukraine. Donc, il t'explique clairement, hein, que notre argent a servi à financer une fausse croissance. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons à nouveau payer les choix politiques de ces irresponsables, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme des irresponsables. Elle est plus incertaine dans ces moments-là que sur une conjoncture normale. Voilà, merci. Et alors, vous avez plus dingue en termes de macronistes hallucinés que Saint-Martin. C'est, comment s'appelle-t-il? Cazeneuve, vous allez voir. Alors lui, outre sa coquetterie capillaire sur le visage, il est merveilleux. On l'écoute. On partage tous l'objectif de cette commission d'enquête. Mais je ne suis pas naïf et je vois bien que les sous-entendus et le procès qui est en train de se mettre en place de telle ou telle personne, la chasse à l'homme qui est en train de s'organiser. Chasse à l'homme? Bah oui, quand vous l'entendez, on reconnaît bien des propos. C'est presque un tribunal qu'il est en train d'organiser. Ah bah oui, chasse à l'homme. Chasse à l'homme? C'est presque un tribunal. Mais vous savez quoi? La commission d'enquête, c'est gentil. Ça n'engage à rien. On ment sous serment, on parjure, on ne risque rien. Benalla rigole avec son coffre. Aurore Berger raconte n'importe quoi et ensuite parle de diffamation. Donc imaginez bien Bruno Le Maire devant une commission d'enquête, comment il va gentiment rigoler et faire des bruits de paix avec son aisselle. C'est à peu près ça la commission d'enquête. Ce qu'il faut, c'est maintenant, honnêtement, des comités de salut public avec des citoyens très énervés, mais respectueux de l'état de droit, qui demandent réellement des comptes à des gens qui se veulent systématiquement irresponsables, pas coupables, et qui veulent bien expliquer devant une commission d'enquête que c'est pas eux, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne risquent rien devant une commission d'enquête. Maintenant, il faudrait passer à la case justice. Et ça éviterait peut-être d'avoir des profils d'incompétents qui passent leur temps à nous traiter comme des idiots et qui flinguent le pays année après année. Vous l'a dit, hein, il sait ce qui s'est passé, on a caché la vérité, ouais, c'est toute une suspicion qui est en train de se mettre, Oh là là, se mettre en œuvre. terrible. Quel est l'intérêt, objectivement, d'un gouvernement de cacher la vérité, qui de toute façon finira par se voir? Aucun, absolument aucun. Peut-être quand il y a les élections qui arrivent, et on peut voir éventuellement un intérêt. Non, mais Ah, merci, quand même. Bah, quand même, hein. Vous passez votre temps à mentir, particulièrement en période électorale. Si Macron avait dit qu'on était endetté à hauteur de 1000 milliards et qu'il avait vraiment fait n'importe quoi et que 7 ans de son gouvernement étaient lamentables, il aurait perdu les élections. Mais d'ailleurs, il a perdu les élections européennes, puis il a fait la dissolution et il a perdu les élections législatives. Donc ça fait 2 fois qu'il perd les élections. Ça, maintenant, aujourd'hui, on va en parler. Son support est au plus bas, comme d'habitude. Le mec est à 20%. Alors, ils disent 24, 25%. En réalité, je pense qu'il y a encore 2 personnes en France qui soutiennent Emmanuel Macron. J'arrive plus à le dire, tellement c'est impossible à dire. C'est Brigitte et Nemo, le chien. Mais sinon, c'est compliqué. Et encore, Nemo, je pense qu'il a des doutes sur les qualités de bon maître d'Emmanuel Macron. Mais voilà où on en est avec des personnages comme ça qui t'expliquent que non, ça sert à rien de chercher des coupables. Vraiment, c'est même scandaleux. On en est là à un tribunal quasiment. Mais c'est ça qu'il vous faut, les gars. Un bon tribunal. Ça vous ferait tellement de bien de savoir que ouais, vous êtes responsable et qu'à la fin, vous finissez en tôle si vous mentez aux Français. écoutez, une fois de plus, on regardera précisément, on aura accès
précisément aux notes du Précisément. Trésor, de Précis. conjoncture, au mois Précis. d'avril, au mois de mai, quelle Précis. était la Précis. projection Précis. à ce moment-là du déficit? Est-ce qu'il était ce qu'on voit aujourd'hui? Évidemment pas. Donc une fois de plus, C'est génial. Je les trouve, assez géniales. Je peux dire que, bon, globalement, vous savez, ça va pas bien se passer. Là, il y a les agriculteurs qui sont à nouveau dans la rue, qui commencent à préparer des actions parce qu'évidemment rien ne s'est passé. Et qu'aujourd'hui, Macron et ce qui reste des macronistes, organisent en fait le Mercosur dans le dos des agriculteurs français et européens, en les payant bien sûr pour, s'automutiler et se suicider éventuellement à terme. Seulement voilà, quand vous avez des agriculteurs qui décident, de rentrer dans un conseil régional, comme à Dijon par exemple, en Bourgogne, bah, ça donne ça. Et donc il va en falloir, hein, des compagnies de CRS. Et puis les agriculteurs, c'est pas comme les gilets jaunes, hein. On leur envoie pas, du LBD, dans la gueule pour les éborgner. Il faut faire un peu plus attention, hein. Et alors là, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà ce que ça donne actuellement. Voilà, laissez-nous passer, ça va bien se passer. Laissez-nous rentrer, ça va bien se passer. Les mecs n'en ont, plus rien à faire et évidemment, là, ils peuvent pas les arrêter, sinon ça va faire quand même un peu des vagues. Puis sinon, si vous voulez vraiment vous faire entendre, vous pouvez faire comme ce monsieur, au salon de l'auto qui s'est déguisé en vache pour aller sur le stand de Stellantis pour dire: «Vos voitures, c'est de la merde et je veux des comptes» et ça fonctionne, hein. On pourra se déguiser éventuellement, en vache. On aura une pensée émue, et on en parlera tout à l'heure pour, cette vache, hein, qui était, prise par les flots et qui n'a pas survécu malheureusement. Donc il y a toujours cette option, déguisement et caméra pour aller demander des comptes au ministre, hein. Voilà, ça donne ça. Enfin, Ça serait bien parce que plutôt que je demande. Ah ouais, bah ça serait... Il faut qu'on arrive en vache pour que vous m'écoutiez. C'est magique quand même, non? J'ai eu plus. Ah, je vais faire un peu, c'est pas grave. Je vous le dis, hein. Je vous le dis clairement. je trouve ça assez génial. Marketing, Peugeot. Marketing, je m'en fous. J'ai 450 voitures. D'accord, vous allez arrêter de Non, filmer. pourquoi vous me Mais filmez? parce que, Pourquoi en fait, il a le droit de me filmer s'il veut me filmer. Non, mais s'il veut me filmer, il est où le problème? Je viens à Calvaire avec vos voitures. Vos voitures, elles tombent en panne tout le temps. Un litre de PureTech, un litre 5 de c'est de la merde. Donc voilà, En fait, il faut aller à la commission d'enquête en vache et dire: «Bruno Le Maire, ça suffit de mentir! Ce que vous avez fait, c'est de la merde!» Voilà, donc bon, il suffit d'investir dans un petit déguisement de vache et peut-être éventuellement, on sera enfin entendu, je sais pas, mais bon, c'est quand même merveilleux, quoi. On est vraiment dans un monde de fous, il y a pas à dire. Voilà, alors on va reprendre l'interview de Michel Barnier quand même. Donc il faut être cohérent, il faut être sérieux, hein. Faut pas se déguiser en vache pour dire que Bruno Le Maire a fait de la merde. Non, déconnez pas quand même, soyez sérieux, hein. Non, il faut attendre gentiment que la commission d'enquête dise que c'est la faute à personne. Vraiment à pas de chance, que les prospectivistes de Bercy ont fait un travail d'enfer, mais qu'on ne pouvait pas prévoir que 7 ans de Macron, ça allait flinguer le pays quand même. Si on pouvait, mais bon, que voulez-vous? Sur la question, des dépenses, publiques, alors attendez, non, où on en est? Nous allons faire des efforts pour responsabiliser les directeurs d'administration centrale, les opérateurs de l'État sur des économies auxquelles ils seront intéressés. Voilà. Donc là, ils vont dire à ceux qui ne servent à rien, c'est-à-dire toute la graisse de l'État, les administrateurs centrales, les directions d'administration centrale, donc vraiment toute la haute fonction publique qui est le problème français, hein. Sont les gens qui sont capables d'inventer l'hôpital de flux, sont les gens qui signent des chèques à McKinsey, au cabinet de conseil, ce sont eux le problème. Et donc là, Barnier et Macron, pour résoudre le problème, va s'en remettre à ceux qui sont le problème, c'est-à-dire la haute administration publique. Et c'est donc qu'ils vont et ces gens-là, avec tout leur savoir-faire de rendre la vie impossible aux Français, vont virer
des fonctionnaires qui ont rien demandé. Il suffit de voir Pôle emploi, par exemple, le directeur de Pôle emploi, vous serez heureux de l'apprendre, hein, dépense l'argent de vos impôts pour faire des vidéos TikTok, hein, et pour répondre, par exemple, à Michou Bidou, pour expliquer pourquoi Pôle emploi, c'est quand même pas super, mais quand même, c'est super, mais attention, parce que, oui, c'est subtil, donc il faut s'en rendre compte. Donc, le directeur de Pôle emploi, on est là à faire des vidéos TikTok pour répondre à Michou Bidou, et là, tu as Michel Barnier qui va donc aller voir, hein, des gens comme ça pour dire, bon, alors, trouvez-moi où virer, hein, des fonctionnaires qui diront rien, et puis on repartira sur de bonnes bases. Alors, il va se rendre dans chaque ministère personnellement. Il souhaite s'adresser directement aux agents et cadres de chaque administration pour les connaître, pour qu'ils m'expliquent comment ils travaillent et leur fixer comme priorité la maîtrise de la dépense publique et une meilleure efficacité. Voilà, donc c'est génial, hein. C'est juste maintenant que les mecs se rendent compte qu'il faudrait une maîtrise de la dépense publique et une meilleure efficacité. Alors, faut pas demander à Laurent Wauquiez, par exemple, hein, qui paye ses restos avec l'argent public et qui paye de bons restos avec l'argent public. Faut pas demander aux ministres qui savent pas tenir un parapluie. Faut pas demander, bien sûr, aux gars qui font des vidéos pour répondre à Michou Bidou sur TikTok. Faut pas demander aux responsables du désastre de trouver les solutions, hein, Michel. Alors c'est bien joli, mais ça s'appelle pisser dans un violon, hein, au mieux. Voilà. Ou faire des bruits de paix avec son aisselle, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Et c'est avec nos impôts. On est très content. Sur la question des dépenses sociales, vous avez émis l'idée d'une allocation sociale unique. La revenu universel arrive à grands pas, vous inquiétez pas. Alors, comment ça va se passer pour qu'on vive enfin dans un régime communiste et qu'on soit heureux puisqu'on n'aura plus rien? Il faut simplifier le foisonnement des procédures et d'aides ou d'allocations qui sont toutes liées à des systèmes différents. Un foisonnement qui crée de la bureaucratie, amène parfois à des confusions et facilite la fraude. Alors, je rappelle que la fraude sociale, c'est à peu près gros comme ça et que la fraude fiscale, c'est à peu près gros comme ça. Ça rentre pas dans le cadre. Mais on va s'intéresser bien sûr à la fraude sociale puisque c'est des pauvres, on peut leur taper dessus. Alors, nous allons grouper toutes ces aides et construire un système dans lequel le travail paie toujours plus que l'allocation, hein. C'est important. L'allocation pour adultes handicapés ne sera pas concernée. Ah ouf! Parce que déjà que c'est pas génial. Au bout de la route, nous devrons nous assurer et attention les pauvres, ah parce que ah oui, on va vivre de nos allocs, ça va être, on va pouvoir s'acheter des écrans plats, partir à Tahiti, la belle vie quoi, hein? Non! Non, 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 parce qu'attention, on va s'assurer que le montant de cette allocation sociale unique soit inférieur au SMIC, hein. Voilà, il faut encourager le travail, hein, et le travail au SMIC, c'est important. Parce que c'est avec le travail qu'on s'émancipe, hein. Le travail rend libre, vous le savez ça, c'est quand même ils passent leur temps, ces gens-là quand même qui sont soit héritiers, soit glandeurs, soit rien, à expliquer qu'il faut travailler. Mmh. Et qu'un travail au SMIC, c'est noble, hein. Ça permet de vivre, ça permet d'entretenir sa famille, ça permet de payer l'électricité qui est hors de prix, hein, et ça permet d'être surtaxé après via la TVA. Non, c'est formidable. Donc attention quand même, on va bien s'assurer que l'allocation sociale unique qui va progressivement, si on ne fait rien, se transformer en revenu universel et donc est un outil du contrôle social, puisqu'on te l'enlève, on te le met en fonction de si tu es gentil ou pas. Voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est une faillite, hein, de l'Occident évidemment, mais le vivre en direct, c'est quand même particulier. Emmanuel Macron, cette semaine, a recadré les ministres sur le nécessaire respect de la confidentialité des propos tenus en conseil des ministres. L'approuvez-vous? Et alors là, le JDD ne dit pas alors, c'est quand même c'est Anne Genthe, hein, c'est Anne Genthe qui a tout balancé. Non, j'ai participé à 4 gouvernements différents, hein, sous François Mitterrand, en cohabitation sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Je travaille aujourd'hui en bonne intelligence et assez simplement avec Emmanuel Macron. Ce qui se dit au plus haut niveau de l'État n'a pas à être rapporté publiquement ni déformé. Bah voilà, c'est beau. Ce qui se dit au plus haut sommet de l'État, ça doit rester secret. En revanche, la transparence, c'est pour tout le monde, hein, sauf pour le plus haut, bien sûr, niveau, le sommet de l'État, évidemment. C'est beau, c'est beau. Et puis, comme d'habitude, hein, cote d'impopularité record pour Emmanuel Macron, rien de nouveau sous le soleil. Voilà ce que ça donne. 78% de mécontents, hein, 22% de satisfaits. Je sais pas d'où il les trouve. Pour Barnier, c'est 60% de mécontents. Il a encore rien fait, mais les gens se disent: «Bon, de toute façon, il va pas faire pas grand-chose». Alors attention, hein, il faut relativiser, c'est d'un sondage en ligne et par téléphone, donc c'est 2000 personnes, hein, soi-disant représentatives, blablabla. Mais bon, globalement, ça donne une idée. Vous savez que Emmanuel Macron est haï,
hein, des Français. Plus personne ne peut le blairer, sauf quelques macronistes qui attendent la transition sur Sirius. Et là, il a quand même fait une terrible erreur puisque dans sa chute très rapide, hein, en quelques mois, depuis la dissolution, même les macronistes qui y croyaient encore, certains à qui il reste des neurones, disent non, stop, c'est pas possible, on arrête tout de suite. Il a perdu les plus de 65 ans, qui ne sont plus que 24% à le soutenir, moins 6%, et les retraités, 23%, moins 6% à le soutenir. La rupture de la dissolution, qui reste inexplicable hein, parmi les députés de son propre camp, est reprochée par les Français. On a l'impression d'un enfant qui a cassé son jouet. Voilà. Donc on en est là, c'est ça Emmanuel Macron, c'est un président impopulaire, dont la légitimité pose question, qui se met en scène avec d'autres leaders impopulaires dont la légitimité pose question. Il faut voir la photo où il se met en scène avec Keir Starmer, Premier ministre britannique, avec Olaf Scholz, l'Allemand, avec Biden. Les quatre en photo, c'est juste le déclin de l'Occident et des leaders qui n'ont pas d'assises populaires, qui n'ont pas de respect de leur population et qui gouvernent même contre leur population. Donc c'est vous dire comment ça va mal. Et ça se voit même dans les sondages, hein, qui sont quand même globalement faits pour vous expliquer que Édouard Philippe est vraiment très populaire. Comment ça se fait? C'est dingue. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis, le premier truc, tu te dis, mais comment se fait-il qu'Édouard Philippe soit si populaire? Pardon? Édouard Philippe? Mais comment se fait-il que Émile Louis soit si populaire? Mais non, mais attendez, c'est pas du tout ça. C'est pas ce qu'on avait commandé. Non, donc ils nous prennent vraiment pour des jambons. Il y a pas à dire. Donc même les sondages sont obligés d'admettre qu'Emmanuel Macron est quand même désavoué, y compris dans son camp. C'est vous dire comme ça va mal pour lui. Mais il s'en fout puisqu'il est président, qu'il a le pins d'immunité et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et puis alors, dans la mise en scène de la fausse opposition, Gabriel Attal serait en train de faire croire à la presse qu'il s'émancipe du macronisme. Hein. En lice pour la présidence du parti Renaissance, à l'occasion du congrès qui se tiendra en décembre. On va suivre ça avec intérêt. Gabriel Attal compte proposer le changement du nom du parti. Le nom, Génération Avenir, GA, comme Gabriel Attal. Je vous rappelle que mon mouvement, attends, on va virer Attal parce que voilà, mon mouvement donc pour reprendre le pouvoir s'appelle Alliance Populaire puisque je m'appelle Alexis Poulain et je le rappellerai chaque semaine au micro du Monde Moderne et partout où on voudra bien m'inviter. Je suis candidat à la présidentielle de 2027 pour porter une initiative nouvelle, citoyenne, où on va essayer de rassembler tous ceux qui travaillent depuis longtemps sur le RIC constituant, sur la démocratie directe, mais aussi sur le travail au sein des administrations pour changer la donne et arrêter que l'État devienne cette machine à maltraiter les Français, pour rendre de la joie aussi aux Français, puisque quand on voit la gueule des politiques et ce qu'ils nous proposent, c'est impossible. Alors vous pouvez commander l'élastique du Monde Moderne et faire partie déjà de ce grand mouvement de l'Alliance populaire. Il y aura des initiatives qui vont arriver dans les mois qui viennent. Enveloppe timbrée à vos noms et adresses, et puis vous recevrez ce merveilleux sésame à l'adresse du Monde Moderne. Mais sinon, vous pouvez vous abonner, nous soutenir, évidemment, et puis il y aura ensuite le parti, l'Alliance populaire, qu'on va créer de toutes pièces, oui monsieur, oui madame, puisque chaque matin, vous êtes plus nombreux en réalité que les adhérents au parti d'Emmanuel Macron à regarder le Monde Moderne. Donc on a une vraie force, il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas la réduire, il faut au contraire la nourrir, l'agrandir et faire comprendre qu'on n'en peut plus en fait, de voir comment on nous vend des endives braisées, des saucisses avariées, des tabourets, du caca, comme une merveille politique. Là, ça va être Bardella qui va avoir une campagne de promotion incroyable pour son bouquin qu'il n'a pas écrit. Tout ça est formidable. Il y a des gens qui tombent encore là-dedans. Nous, non, stop, merci, on a déjà donné. Donc voilà. Alors, Gabriel Attal, malin comme il est, malin comme un singe, malin comme Gabriel Attal, malin comme un renard, a donc choisi Génération Avenir comme Gabriel Attal pour son parti. C'est pas mal. Il faut sortir de la marque Macron, nous dit-il, enfin son entourage nous dit, dans le JDD, qui encourage les députés à se débarrasser de l'appellation député macroniste. Voilà, ils savent que le mec est grillé de chez grillé, qu'il est maintenant dangereux et que pour leur avenir politique, ils doivent encore changer de nom, se réinventer et faire croire qu'ils n'étaient pas macronistes il y a de ça quelques mois. Bon, je veux bien qu'il y ait des gens qui fassent encore confiance à ce type de profil. Il y a bien des gens qui regardent des influenceuses sur Internet, donc pourquoi pas? Mais pitié. Il est temps de grandir, il est temps d'être responsable et il est temps d'arrêter en fait avec ces profils dangereux pour la démocratie et dangereux pour nos libertés. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, à l'Élysée, où l'on observe les manœuvres de l'ex-premier ministre avec circonspection, on fustige les sales types, entre guillemets, qui
entourent Gabriel Attal et qui, selon l'Élysée, ont alimenté la guerre avec le président dès les premiers jours de janvier dernier. Voilà, donc on voudrait nous faire croire que Gabriel Attal s'émancipe d'Emmanuel Macron, alors que c'est le pire, hein, pour la suite, passer bien sûr par tous les programmes Atlantis, du Bilderberg, des Young Leaders, etc., pour continuer à faire une politique de maltraitance des Français. Mais bon. Et puis on apprend, alors on s'en doutait, hein. Anne Hidalgo, tout comme Laurent Wauquiez, ne souhaite pas que les frais de bouche de la mairie de Paris soient rendus publics, hein. Le 3 octobre dernier, la justice voulait donc revenir sur les frais de bouche de la maire de Paris, qui n'a jamais fourni un seul justificatif pour expliquer ses dépenses. Et plutôt que de répondre à la justice, Anne Hidalgo avait tweeté, et on en avait parlé, puisqu'on avait été choqués évidemment, je suis très honoré de remettre à la demande du musée olympique la combinaison que je portais lors de ma première baignade dans la Seine. Entre-temps, elle avait filé des médailles en chocolat à tous les mecs qui avaient participé à cette fête merveilleuse qu'étaient les Jeux olympiques. Mais on aimerait savoir où passe notre thune, Anne Hidalgo, et donc les frais de bouche, hein. Comment on vit bien avec les impôts des Français, tout comme Laurent Wauquiez. J'imagine qu'on vit aussi bien que Laurent Wauquiez, voire mieux. Donc ce serait bien qu'il rende des comptes, que ce soit même obligatoire que ces frais-là. On ne parle pas là d'informations confidentielles qui remettraient en cause l'autorité des pouvoirs publics, de l'État ou des secrets, hein. Savoir que Wauquiez dîne avec Michel Houellebecq et qu'il paye 1000 balles pour un dîner à deux avec l'argent des contribuables, bon, ça montre juste que c'est un gros porc qui en a rien à foutre de l'argent des contribuables. Voilà, ça ne met pas en danger, hein, la stratégie de la région Rhône-Alpes. Non, loin de là, Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, ce serait bien. Après vérification auprès du Comité olympique international, bien figurez-vous que il n'avait même pas demandé cette combinaison, hein. C'est Anne Hidalgo qui a réclamé que la combinaison qu'elle avait revêtue pour plonger dans la Seine soit exposée au musée olympique. Voilà. Alors qu'eux avaient dit on n'en veut pas. C'est génial. C'est génial. Un autre truc qu'on veut pas, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella en quête d'une nouvelle stature, hein. Il publie un livre qui s'appelle Ce que je cherche. C'est génial. Donc, il va révéler au JDD, donc terre amie, hein, les grandes lignes de son ouvrage. Et puis, il va sortir dans une grande tournée à partir du 9 novembre, tournée nationale pour entretenir le lien avec les Français. Alors, on apprend que l'écriture du livre de Jordan Bardella ne fut parfois pas sans douleur. À plusieurs reprises, il a dû reprendre ses manuscrits parce qu'on veut nous faire croire qu'il a écrit ce livre, hein. Déjà, il l'écrit avec une journaliste, donc on sait que c'est pas lui qui l'a écrit, mais alors là, on veut nous dire, franchement, hein, si tu as mal au ventre, c'est que le livre sera bon, lui a glissé un éditeur. Il faut savoir que c'est Bolloré qui est propriétaire de la maison d'édition. Il y a une campagne d'affichage qui va être partout. D'ailleurs, à la RATP, ils veulent pas afficher le bouquin de Bardella, puisque rappelez-vous, à la RATP, ils avaient censuré les affiches du spectacle de Walidia parce que le mec avait un tatouage sur Macron, et donc, oh là là, c'était un message politique, fallait surtout pas. Mais alors là, pour un bouquin de Bardella, visiblement. Alors, Jordan Bardella assure avoir écrit seul ces 450 000 signes. Incroyable, peaufinant les dernières corrections durant les longues heures de la dernière session plénière du Parlement européen. Il a aussi écrit à la plage cet été, puisqu'il a dû tout réécrire, hein. Le livre devait sortir pour les européennes, mais avec la dissolution, patatras, juste après les européennes, il a fallu tout réécrire et puis le sortir à la rentrée, évidemment. Tout est réuni pour un carton, une distribution massive, un personnage, une promo millimétrée, un timing idéal. Il y aura probablement autant de Bardella sous les sapins que de boîtes en chocolat cette année. Voilà ce que on peut lire dans le JDD, c'est quand même génial. Alors, n'offrez pas le livre de Bardella pour Noël, offrez plutôt un élastique à chip du monde moderne, ou ce que vous voulez, un abonnement même, ou rien, ou des oranges, hein, après tout, pourquoi pas. Je vais vous faire lecture donc de cette merveille qui est le livre de Jordan Bardella. Vous le savez peut-être, il est victime d'une rumeur, Jordan Bardella, persistante sur les réseaux sociaux, et ce depuis longtemps, comme quoi il aurait déféqué dans son pantalon dans un amphithéâtre lorsqu'il était à la fac. Voici donc une des pages où il est question de ce sinistre drame. En effet, les fake news et les rumeurs visent à nuire et à rabaisser. Je ne le sais que trop bien pour en avoir moi-même été victime. Depuis plusieurs années, d'anonymes plaisantins, mais aussi des militants d'extrême gauche, relaient sur les réseaux sociaux une grotesque histoire qui me serait arrivée lors de mes années d'étudiant. Lors d'un cours en amphi à la Sorbonne, sur le campus de Tolbiac, ils prétendent
que je me serais déféqué dessus. J'ai d'abord souffert de cette campagne de dénigrement. À l'époque, la question du harcèlement n'était pas encore aussi médiatisée qu'aujourd'hui. La rumeur se répandait parmi les étudiants avec son lot de violences verbales et de surnoms peu obligeants. Cacaman, Jordan Diarella, le chiasseux. Puéril, sans doute, mais blessant aussi. Avec l'aide de ma famille, de mes amis, de mes camarades militants, et surtout grâce au soutien de Marine, j'ai surmonté cette épreuve. Mec, il appelle ça une épreuve, hein. Alors, c'est sûr que quand tu es, fils à papa, protégé de tout, bon, qu'on se foute de ta gueule sur les réseaux sociaux, c'est une épreuve. OK. Mais je pense aux 25 000 élèves et là, l'obscénité arrive tout de suite puisqu'il fait état donc de cette campagne de dénigrement. Enfin voilà, c'est politique là, en l'occurrence, hein. Et là, tout de suite, il fait le grand pas obscène qu'on fait quand on s'est fait enlever la dignité en clinique privée. Je pense aux 25 000 élèves et étudiants victimes de harcèlement chaque année, dont certains le payent parfois de leur vie. Il va jusque-là, ouais. Mais quand tu te fais enlever la dignité, t'en as plus, donc tu vas vraiment très, très loin. Je pense au jeune Mathéo, élève du groupe scolaire Louis Dreyfus à Châlons, qui s'est pendu. Voilà, il ose faire le parallèle entre les blagues sur le fait qu'il se serait chié dessus à Tolbiac et les vraies victimes de harcèlement au quotidien. Attal a fait la même, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Emmanuel Macron, tout ça, c'est à peu près la même chose, vous le savez, mais on voudrait nous vendre ça comme une alternative. C'est merveilleux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas ça sous le sapin, mettez plutôt cette magnifique photo de Bruno Retailleau encadrée. Moi, je pense que je vais le mettre là, dans le studio, parce qu'elle est vraiment belle, cette photo de Bruno Retailleau, avec ce cheval. Il est en Vendée, sur ses terres. C'est le JDD qui nous le montre en photo, en disant qu'il est bel homme. C'est incroyable. Je pense que Bolloré est amoureux de lui. Hein. Si on lit la suite, toujours dans le JDD, le supplément maintenant du mercredi, hein, on apprend que c'est une bête de travail à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Hein. C'est un ministre enraciné entre Paris et sa Vendée. Il incarne une rigueur discrète, loin des paillettes du pouvoir. Maillon, c'est beau. Hein. Et alors, ça va encore plus loin. L'homme qui électrise Beauvau. C'est le coup de foudre. Je vous dis, moi, c'est le coup de foudre Bolloré, Retailleau. Et c'est vrai que quand on voit la photo, ben, on a envie de... On a envie de... On a envie de célébrer la vie. On a envie de... on a envie de... Waouh. On a envie d'un... On se dit, chouette. Chouette. Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. C'est chouette, ça. C'est chouette. C'est chouette. Et c'est chouette. Et c'est bien entendu très, très chouette, évidemment. Hein. Ne gâchez pas notre plaisir, s'il vous plaît. Le Parisien qui nous parle d'une Amérique sous tension, hein, Kamala et Trump. Alors, on va en parler en long et en large dans quelques jours de l'élection américaine. Je ne pourrais pas vous dire. Effectivement, le suspense reste total. Entre Kamala Harris et ses problèmes d'élocution et son rire insupportable, et Donald Trump qui a survécu à 3 tentatives visiblement d'assassinat, qui est toujours là et qui fait du Trump. Qu'est-ce qui va se passer? Toute la question, évidemment, c'est est-ce que les États-Unis vont continuer d'organiser une guerre en Ukraine et est-ce que ça finira en guerre mondiale ou pas? Alors, possiblement, puisqu'on a quand même, de notre côté de l'Atlantique, des soutiens à la guerre en Ukraine encore plus idéologues qu'aux États-Unis. Hein. Je veux pour preuve cette vidéo de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, qui est allé en Ukraine ce week-end, rencontrer Volodymyr Zelensky, faire un peu de piano avec lui. Voilà ce qu'il dit. C'est... Voilà. En Ukraine, aux côtés d'un peuple qui, depuis bientôt 1000 jours, résiste courageusement contre l'agresseur russe. Je me rends en Ukraine pour rappeler... J'aime bien contre l'agresseur russe. Point. Alors, oui, 2014, évidemment, le Maïdan, le fait que ça fait longtemps qu'il se passe un problème. On ne nie pas que les chars russes soient entrés en Ukraine, mais il ne faut pas nier l'opération de déstabilisation poussée par les États-Unis depuis 2014 pour justement emmerder la Russie et faire une guerre par proxy avec les Ukrainiens qui en payent le prix fort. Hein, aujourd'hui, on voit Volodymyr Zelensky propose un plan de paix, mais c'est pas un plan de paix, c'est un plan désespéré pour dire aidez-moi, faites une guerre mondiale s'il vous plaît. Hein. Vous verrez, on va passer un extrait après où il parle même de guerre mondiale. Rappeler que le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Et que permettre à l'Ukraine de gagner la guerre
Alors, est-ce qu'on en a débattu au Parlement? Non, mais alors globalement, ils sont tous d'accord quand même. Est-ce que les Français sont d'accord si jamais demain on devait faire la guerre aux Russes? Bah, c'est le nôtre, hein, de combat, donc oui, apparemment, oui, c'est notre combat, puisqu'ils sont sûrs que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, hein. Ça, c'est écrit. Alors c'est vrai que quand on regarde les dépenses militaires de Vladimir Poutine, elles sont énormes et on va se dire: «Est-ce que c'est que pour l'Ukraine ou est-ce que ce serait pour le reste de l'Europe?» Mais est-ce que c'est pas simplement préparer, la on a l'impression qu'ils se sont mis d'accord, en fait, pour faire une guerre mondiale, c'est ça qui est terrible et que nous, évidemment, on n'a pas notre mot à dire et on voit cette mécanique se mettre en place, la mécanique de mort, sous couvert de valeur, alors qu'en fait, il n'est question que d'argent et d'armes de destruction massive, et de vies broyées en réalité. Jamais la guerre, jamais, mais eux, ils l'appellent de leur vœu. Guerre, c'est assurer la sécurité du continent Mmh. européen. Mmh. Parce que Vladimir Poutine, si l'Ukraine devait tomber, ne s'arrêterait évidemment pas là. Je me rends aujourd'hui en Ukraine pour adresser un message de solidarité au peuple ukrainien, Mmh. aux civils, particulièrement les enfants, blessés, déportés, meurtris par la guerre. Eh bien, il va pas à Gaza, hein. Vous aurez bien noté qu'il va en Ukraine. C'est important, parce que le droit de se défendre, tout ça, c'est très différent, hein, bien sûr, que cette guerre d'agression russe qui est terrible. Ça, c'est la logique, hein, derrière les atlantistes qui ont pris le pouvoir au Quai d'Orsay, à l'Élysée et partout dans notre pays, malheureusement. Donc, super. Il est allé visiter d'ailleurs un hôpital avec les estropiés de la guerre, hein, tous ces pauvres gars qui ont perdu des jambes, des bras, un visage, la vue, la vie, puisqu'on vit quand même mal après des blessures de guerre. Mais c'est pas grave, hein, ils le font pour nos valeurs. Parce qu'en Ukraine comme ailleurs, les souffrances des civils doivent cesser. Et à Comme ceux qui ailleurs. ont été déplacés de force, Mmh. à ceux qui ont perdu leur foyer, Mmh. à ceux qui ont perdu leurs rêves, je veux dire avec force, la France est à vos côtés. Mais est-ce qu'il parle de Gaza là? Est-ce que, en fait, il fait une ellipse pour dire: «Oui, c'est attention, je veux parler à tout le monde, mais j'ai pas le droit de le dire». C'est étonnant quand même, hein. C'est la France est à vos côtés, ça fait une belle jambe, hein, comme on dit. Et nous ne vous abandonnerons pas. Mmh. Je me rends aujourd'hui en Ukraine pour rappeler que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de l'ordre international fondé sur le droit. Ah, c'est vrai, le respect du droit international, de l'ONU par Israël. On l'a vu d'ailleurs, hein, ça a été rappelé par Emmanuel Macron, il s'est pris une volée de bois vert, hein, de la part de tous les supporters d'Israël et de Netanyahou, c'est compliqué quand même. Mais bon. Le respect de la Charte des Nations Unies, Mmh. de l'intégrité territoriale. Mmh. L'Ukraine défend sa souveraineté et la France sera là aussi longtemps qu'il le faudra pour la soutenir. Mmh. Merci. Merci, c'était super. Alors de l'autre côté, évidemment, on a Zelensky, qui était la semaine dernière au Parlement européen pour expliquer que: «Oh, il y a des Nord-Coréens qui se battent avec les Russes et là, c'est vraiment une guerre mondiale». We know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. And this is the first step to a war. Donc il explique qu'il y a 10 000 Nord-Coréens qui seraient, détachés pour venir, lutter en Ukraine, aux côtés des Russes, hein. Et ensuite il explique que c'est le premier pas vers une guerre mondiale. Le président ukrainien assure par ailleurs disposer d'informations de ses services de renseignement selon lesquelles des officiers nord-coréens seraient déjà présents en Ukraine. Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky... Alors des officiers de l'OTAN sont déjà présents en Ukraine. Vous avez un président français qui expliquait qu'il était prêt à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Les armes, de l'OTAN sont utilisées contre la Russie en Ukraine. Donc la guerre mondiale, c'est pas les Russes avec les Coréens, c'est l'OTAN qui est en train de la préparer. Mais encore une fois, c'est l'inversion accusatoire. Encore une fois, c'est parce qu'il y aurait des combattants nord-coréens qu'on serait dans une logique de guerre mondiale. Alors que la logique de guerre mondiale, elle est du côté des alliés de l'OTAN qui poussent à l'escalade. Mais c'est dingue, enfin c'est dingue. Tu entends ça et les journalistes te vendent ça comme ça, genre: «Ben ouais, Zelensky avait déjà affirmé que Pyongyang fournissait des soldats et des munitions OK. à la Russie. D'accord». Des informations démenties par Moscou, qui rejette par ailleurs le plan de paix dont les grandes lignes Oui, ont alors été ça... révélées par le président Zelensky mercredi à Kiev.
Sur le terrain, les soldats russes poursuivent leur progression face à des troupes ukrainiennes en sous-effectif. Même les médias sont obligés d'en parler sur le problème qu'aujourd'hui, il va falloir trouver des combattants non ukrainiens pour continuer à se faire tuer et pour que cette guerre puisse continuer jusqu'en 2025, jusqu'à éventuellement un plan de paix. Alors tout s'accélère parce qu'il y a l'élection américaine, évidemment, mais on voit bien que ça se passe pas exactement comme le souhaiterait l'OTAN. Pas assez d'aide et pourtant des milliards déversés, des armes, mais pas assez de combattants. Et puis une puissance nucléaire en face avec le risque simplement d'aller vers l'escalade d'une guerre nucléaire. Mais c'est pas un truc qui leur pose problème. C'est assez dingue de voir ça. Et on écoute d'ailleurs, c'est George Bush qui parle lui aussi d'Ukraine, mais vous allez voir, il fait une petite erreur et on se rend compte derrière cette erreur, tout le mensonge en fait s'effondre. C'est assez obscène, terrible. Are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Voilà, c'est un seul homme qui a décidé d'une invasion non justifiée et brutale de l'Irak. Il s'est trompé, il n'a pas dit Ukraine. Parce que George Bush, il est toujours vivant. C'est un criminel de guerre. Quand il va en Irak, il sait très bien qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive. C'est un mensonge qu'il a lui-même organisé. Et il va tuer des milliers de civils irakiens, des enfants. Il y a des scandales dans la prison d'Abu Ghraib où les Irakiens sont traités comme des chiens, comme des animaux, comme des moins que rien. Et l'Empire américain a flingué un pays, massacré un pays sur décision d'un seul homme, oui et non, d'un système, le système de prédation américain qui ne vit et qui n'existe que par la guerre pour soutenir le dollar. Il le dit, il n'y a aucun problème là-dessus, et c'est l'inconscient qui parle. Au lieu de dire l'Ukraine, il dit l'Irak, alors qu'il voulait critiquer Vladimir Poutine, il simplement dévoile ce qu'est la machine de guerre états-unienne. Et ensuite, voilà comment il rigole pour s'en sortir. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. Ça rigole. C'est un criminel de guerre. Saddam Hussein a été pendu. Lui, il est là et il rigole. Il a des bibliothèques à son nom. Il a une fondation. Et vas-y que je rigole. J'ai tué combien d'enfants déjà? Ah, mais je m'en fous. C'est vrai, c'est le droit international. Je suis une démocratie. Mais bombes démocrates ont le droit de tuer des enfants puisque c'est pour leur bien. 75. Il a 75 ans. 75 ans, c'est merveilleux. Il les fait pas, c'est merveilleux. Et puis dans la catégorie, ouais, c'est comme ça. Voilà comment sont traités au quotidien les meurtres, les crimes à Gaza. Alors on a parlé bien sûr de l'élimination de Yahya Sinwar, le nouveau leader du Hamas, qui s'est battu jusqu'à la fin contre un drone en balançant un bout de bois à un drone. Israël est très fier de tuer un par un les responsables terroristes des organisations qui luttent contre l'État d'Israël. Mais en faisant ça, il tue de nombreux civils. Mais c'est pas grave. Et puis dans les médias européens, ça donne ça. Maintenant, une frappe israélienne a fait au moins 73 morts hier soir dans la bande de Gaza. Bilan communiqué par les autorités locales. Le bombardement a eu lieu dans une zone résidentielle. L'armée israélienne conteste ce bilan tout en confirmant qu'elle mène bel et bien une nouvelle offensive contre le Hamas dans le secteur. Et dans le même temps... Et voilà, 18 secondes. Oui, donc hier, il y a eu une frappe qui a fait au moins 78 morts, mais bon, 73, je ne sais plus combien. Enfin bref, l'armée israélienne ne confirme pas, dément, mais elle dit bien continuer les frappes. Voilà, c'est comme ça qu'on traite en fait. Derrière, c'est des gens brûlés vifs, c'est des enfants qui perdent des membres, c'est l'horreur. Et dans nos médias, et hier, on apprend qu'une nouvelle frappe a tué 73 innocents. Enfin non, il y avait un terroriste au milieu. Donc c'est bien. C'est bien. Pas en mon nom, sérieux. Il y en a marre. Et puis il faut voir aussi, on a affaire à des médias, quand même. Je vous mets ça parce que c'est quand même le moment où BFM... je vous le mets... Des débris, c'est le cas de visiblement ce bloc de béton
qui est transporté par cette rivière. C'est assez impressionnant. Attendez, excusez-moi. Effectivement, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est un bloc de béton qui flotte? C'est ce que vous êtes en train de me dire, BFM? Vous êtes en train de nous dire à l'antenne, là, en live, qu'il y a un bloc de béton qui flotte? C'est vrai que les mots manquent pour témoigner et vous raconter cette situation en live. Ah, les mots manquent! Ah si, si! En fait, attendez, si vous êtes capable, à une heure de grande antenne, en direct, à 14h, de nous expliquer qu'un bloc de béton flotte, on va se remémorer tout ce que vous avez dit sur le vaccin, par exemple. Tout ce que vous avez dit sur, la situation du monde, hein, Israël et cetera. Vous êtes quand même des grands malades. Vous êtes des grands malades, je le remets, parce que c'est quand même on est sur une chaîne d'infos continue et le mec, tranquille, t'explique qu'il y a un bloc de béton qui flotte. Avec notamment des débris, c'est le cas de visiblement ce bloc de béton qui est transporté par cette rivière. C'est assez impressionnant. C'est vrai que C'est assez impressionnant, je l'avoue. Écoutez BFM, je l'avoue, c'est assez impressionnant. Je n'avais jamais vu de ma vie un bloc de béton qui flotte, mais merci, vous m'avez, waouh! Merci de m'informer de cette façon-là. Alors s'il vous plaît, soutenez, la presse indépendante si vous pouvez vous abonner, même gratuitement. On est là pour justement montrer quand même ce qu'est devenu, aujourd'hui cette diarrhée informationnelle, hein. La malinformation, ça rend con comme la malbouffe, ça rend obèse. Attention, hein, il faut évidemment s'informer. Il y a des journalistes au sein de ces rédactions qui font un super boulot, et puis il y a des gens qui t'expliquent que ouais, il y a un bloc de béton qui flotte, quoi. Ou alors que tous vaccinés, tous protégés, ou alors que c'est rien. S'il y a des civils qui meurent aussi, c'est passé des boucliers humains. Enfin, merde, quoi. Voilà. Donc on en est là. Agnès Pannier-Runacher réclame de la cohérence. En gros, hein, elle dit que c'est nul parce que j'ai pas de budget. Alors je sais pas pourquoi je parle d'elle parce qu'on s'en fout. Mais les macronistes sont en train de se bouffer les uns les autres, hein. Ça va être très drôle de les voir se dévorer gentiment, hein, parce que c'est pas non plus des grands requins blancs. Chez les macronistes du groupe parlementaire, EPR, c'est le nouveau nom, hein, donc Ensemble pour la République, je crois, où elle ne compte pas que des amis. Certains la soupçonnent avec cette ruade sur le budget, puisqu'elle dit qu'elle est prête à démissionner parce qu'elle n'a pas le budget qu'il faut pour la transition écologique. Mais démissionne, c'est la magie, vas-y, lâche-toi. Et en fait, elle prépare sa sortie parce qu'elle n'assume pas d'être dans un gouvernement très marqué à droite. Et d'autres, au contraire, pensent qu'elle joue retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà, et qu'elle est trop ambitieuse pour partir. Elle finira par trouver un artifice et à la fin, elle restera, tacle, un ex-ministre. J'imagine que c'est Darmanin, puisqu'il les hait tous et qu'il a toujours du fiel à vendre sur les macronistes. Et puis je vous parlais donc alors, non, attendez, avant d'arriver à Routel Krief, oui, il y avait cette nouvelle aussi ce week-end, Simon Fieschi, qui était le webmaster de Charlie Hebdo, arrivé à Charlie en 2012, il a été victime très grièvement blessé en 2015, lourdement handicapé après les attaques des salopards qui ont tué toute la rédaction de Charlie Hebdo. Eh bien, il est mort ce week-end à 40 ans, hein, et on ne sait pas les causes de la mort. En tout cas, voilà le communiqué de Charlie Hebdo. Nous sommes dévastés par la mort de notre ami Simon Fieschi, arrivé à Charlie en juillet 2012. Simon était le webmaster du journal, très grièvement blessé le 7 janvier 2015. Il avait passé 9 mois à l'hôpital où on lui avait annoncé qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. C'était mal connaître Simon, drôle, vif, inlassable défenseur de la liberté. Il refusait de laisser gagner ceux qui avaient voulu l'anéantir. Au procès des attentats de janvier 2015, il avait notamment raconté les impacts que les balles de Kalachnikov avaient eus sur son corps, déplorant de ne plus pouvoir faire de doigt d'honneur. Promis Simon, on continuera à les faire pour toi. Voilà. On va revenir à un truc un peu plus léger, c'est bien sûr, un édito de Routel Krief, hein, pas de tabou sur l'ONU! Alors? Ah ouais, l'ONU, c'est nul! D'ailleurs, ça rime, l'ONU, la fille nulle, c'est nul, l'ONU, c'est l'ONUL! Nul l'ONU, ça sert à rien, c'est complètement nul! Alors voilà, Routel Krief qui explique, waouh, il est génial cet édito. Mais attendez, parce qu'après, il y a un édito de Rudi Reichstadt. Ah, restez avec nous. Restez avec nous, on est bien. On est sur le monde moderne, on est lundi matin, on est bien. L'ONU de 47 est une ONU de sortie de guerre qui brandit l'ambition d'une paix durable sur des principes reconnus par tous les membres ou à peu près. Il y a bien sûr la guerre froide, mais aujourd'hui, c'est une ONU multipolaire, fragmentée, dominée par les pays du Sud global, avec à la clé une forme de relativisme culturel et politique.
Ah oui, donc parce que l'ONU n'est plus du côté des puissances colonisatrices, c'est chiant. En fait, on peut plus faire ce qu'on veut. On peut plus coloniser tranquille. C'est nul l'ONU. Alors 2 choses frappent Rutel Krief. Aujourd'hui, soit l'ONU est impuissante, soit elle est partiale. Dingue ça! Et dans tous les cas, nos valeurs universalistes occidentales, oui, assumons-le, se heurtent à une forme d'incompréhension inquiétante. Donc j'aime bien parce que les valeurs universalistes occidentales, comprendre la colonisation et l'empire, ne sont plus respectées par le monde multipolaire et le sud global qui en a marre d'être pris pour des cons. C'est incroyable ça! Avant, ils se taisaient les Africains, hein? Ils étaient gentiment là pour qu'on colonise leur pays, et puis c'était bien comme ça, hein Rustel Krief? C'est un peu ça. Alors, en vertu de la résolution 1701, adoptée par l'organisation en 2006, la FINUL, par exemple, devait aider l'armée libanaise à désarmer les forces en présence au sud du pays. Donc, elle dit, bon, c'est pas bien qu'Israël tire sur la FINUL, mais il y a toujours un mais avec Rutel Krief, mais la FINUL, quand même, c'est quand même nul, parce qu'ils n'ont pas désarmé, puisque la réalité, c'est que 8500 roquettes ont été tirées sur Israël depuis ce territoire, et qu'on a découvert des tunnels à quelques centaines de mètres du quartier général de la FINUL. Quelle incurie! Quelle honte, la FINUL! Bravo, la FINUL, bravo! Au nom d'un ordre multipolaire juste, il faut respecter la diversité culturelle et civilisationnelle. Bon là, tu te dis: «Bah, je suis d'accord. Oui, il faut respecter la diversité, et ne pas avoir une prétention civilisatrice ou colonisatrice». Mais il y a un mais, et là j'adore cette phrase, Rutel Krief, l'édito, bam, dans le journal de Bernard Arnault, voilà, aujourd'hui en France, Le Parisien, voilà cette phrase de Rutel Krief, pour dire la profondeur de la pensée politique de cet éditorialiste. Mais il y a quand même des limites! Ben oui, parce que au nom d'un ordre multipolaire juste, il faut respecter la diversité culturelle, on est d'accord, et civilisationnelle, oui. Mais il y a quand même des limites, non? Alors, oh, ça va, non? Si on peut plus tuer des civils parce qu'ils sont, entourés de terroristes, c'est nul. Voilà, donc, nous, universalistes, n'aurions pas le droit d'interroger, de contester l'ONU, de défendre nos valeurs. Alors Rousse, écoute, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je suis contre, ces valeurs de colonisation, ces valeurs de soi-disant universalistes, qui en fait, sont en train de travestir, une vision du monde, prédatrice, moralisatrice, où d'un côté, l'Occident serait supérieur à des pays qui seraient inférieurs et devraient fermer leur gueule. Donc je salue évidemment l'initiative des BRICS, le meeting qu'il y a à Kazan. Je salue la coalition du Sud global qui va enfin peut-être réaliser 2 choses. 1, que la mondialisation est un danger pour l'humanité entière, et 2, oui, qu'il faut répondre maintenant à ces anciennes puissances coloniales qui voudraient faire la guerre partout dans le monde au nom de valeurs, soi-disant. Donc voilà, c'est génial, comme ça, on n'a pas le droit d'interroger, de contester l'ONU, de défendre nos valeurs, mais on fait que ça, en fait. Sauf que vos valeurs et on n'a pas les mêmes, Attention, je ne pense pas que, des valeurs de colonisation et de prédation soient bonnes, en fait, pour l'humanité en général. Et puis, cet édito de Rudi Reichstadt, vous allez me dire: «Vous nous gâtez ce matin, monsieur Poulain». Ah oui, mais vous aimez avoir mal, donc vous êtes là pour ça. La désinformation alimente la fatigue démocratique. Mais attendez, Rudi Reichstadt, c'est pas ce responsable de Conspiracy Watch qui a touché, des milliers d'euros du fonds Marianne, grâce à sa pote Marlène Schiappa, alors qu'il a rien fait? Mais si, c'est ça, incroyable. Mais non, c'est de la désinformation. Non, 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 parce qu'il disait d'ailleurs, qu'il n'était pas subventionné, par, l'État, puisque c'était pas du tout ça, c'était vraiment pas. Alors que nous dit, Rudi qui, pense bien, qui nous explique comment bien penser également? Alors, il part d'un constat que rien ne saurait garantir que l'expérience démocratique, dont l'originalité est de conjuguer le primat de la souveraineté du peuple, le refus de l'arbitraire, le pluralisme et la garantie des libertés publiques, n'est pas sur le point de s'achever. Donc déjà, il part du principe que l'expérience démocratique est le primat de la souveraineté du peuple. Faux. On est dans des organisations théâtrales démocratiques, mais c'est la plutocratie, c'est l'argent qui fait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est les milliardaires qui choisissent leurs candidats, qui les mettent en scène, qui les publient, qui les font passer sur leur télé ou leur radio, et qui, comme ça, ouvrent les robinets à propagande pour qu'ensuite des gens, peu ou mal informés, se disent: «Ah, il va me sauver lui, il a l'air bien,
ou ah, elle va me sauver, elle a l'air fantastique. Ça marche pas comme ça. Hein, donc voilà. Le refus de l'arbitraire, bon bah on l'a vu, hein, l'état de droit ça marche comme on veut. On a pu mettre en prison des gilets jaunes, hein, des opposants politiques, y compris en France. Le pluralisme, la garantie des libertés publiques. Ah, il est drôle. Ah oui, bah, c'était une petite auto-attestation pour sortir de chez soi, ça n'a rien à voir avec les libertés publiques, bien sûr. Pardon. Alors, il nous parle lui aussi des valeurs, hein. Ces gens-là ont beaucoup de valeurs, les valeurs universelles, hein. La démocratie peut aussi s'effondrer par manque de confiance en soi. Ah bon? Lorsqu'elle s'auto-dévalorise, se laisse envahir par le relativisme et le doute sur sa propre validité. Comme ce que je viens de faire, par exemple, en disant que, attention, nous sommes dans des démocraties faibles. Hein, puisque les commissions d'enquête ne vont pas changer la vie de Bruno Le Maire ni notre vie. Ils seront irresponsables et pas coupables. Et ça continuera avec d'autres acteurs qui feront les mêmes choix politiques de nous plonger dans un surendettement et un projet collectiviste et maintenant un projet européen qui va être de dissoudre, hein, l'État français dans une superstructure qui, elle, n'aura rien de démocratique. Mais dire ça, c'est déjà faire un pas vers le complotisme, pour Rudi Reichstadt, voilà. Lorsqu'elle finit par se convaincre qu'elle n'a en définitive jamais eu aucun message à apporter au monde. Ce qui est faux, la démocratie, c'est un très beau message, mais il faut faire vivre ce message. Il faut que ce soit une réalité. Certains ont proposé de désigner ce spectre qui hante le monde libre sous le nom de fatigue démocratique. Oh la fatigue. Alors pour lui, évidemment, tout de suite, très vite arrive le mot désinformation et complotisme, hein. En effet, le complotisme n'est pas qu'un symptôme de la crise de la démocratie libérale. Il en est un agent actif. Il érode la confiance des citoyens dans les institutions et les contre-pouvoirs tels que la presse et attise le soupçon à l'égard du processus démocratique lui-même. Hein, donc là, on voit bien sûr toute la critique qu'il va y avoir sur Elon Musk, par exemple, sur le journalisme citoyen, sur le fait de critiquer, par exemple, quand BFM nous parle d'un bloc de béton qui flotte. Ça, c'est très mal. Voilà. Songeons un instant à l'image de notre système démocratique que véhiculent les théories du complot, décrétant que le nom du prochain président se décide à Davos ou lors des réunions annuelles du club de Bilderberg. Bon, enfin, c'est totalement fantaisiste, ça. C'est complètement complotiste. Mais il y a des théories du complot, hein, qui pensent que oui, on choisit dans ces cénacles le prochain président. Alors, on ne choisit pas le prochain président. En revanche, ces organisations, ces clubs, font de la cooptation. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des profils de gens qui ont un potentiel pour ensuite être mis en avant via ce système de la plutocratie, où l'argent va pousser donc certains profils pour ensuite être soumis à un scrutin et faire croire aux gens qu'ils ont voté librement pour un profil exceptionnel qui a été coopté puisqu'ils pensent exactement la même chose que ses prédécesseurs. Hein. Donc, ce n'est pas au sein du Bilderberg qu'on choisit qui est le président. Non, on va choisir de faire venir des profils de gens qui sont prometteurs, qui sont déjà totalement alignés sur l'idéologie atlantiste et qui vont aller encore plus loin et qui vont être proposés ensuite à une belle carrière puisqu'ils sont capables de le faire et qu'ils en ont les moyens. Voilà. Si tout est joué d'avance, à l'abri des regards, à quoi bon participer à ce simulacre que deviennent alors les élections? Mais c'est bien pour ça, Rudy, que je lance Alliance Populaire, pour montrer que, avec toute la bonne volonté du monde, si on veut faire un parti aujourd'hui ad hoc de citoyens qui vont être pour la plupart en fait des abstentionnistes, c'est-à-dire des gens qui refusent déjà le simulacre aujourd'hui, et de leur dire on doit réinvestir l'espace démocratique qui nous est encore laissé. Et pour cela, donc, il faut montrer qu'il y a de la vitalité démocratique dans notre pays. Toutes les initiatives qui existent aujourd'hui et que je veux fédérer en réalité, hein. C'est pas l'idée de dire je vais me présenter parce que c'est ma gueule. Non, l'idée c'est de dire il faut rendre visible aujourd'hui le bouillonnement démocratique qui est invisibilisé par les médias, par le système de l'argent, de l'oligarchie, de la plutocratie, et qui empêche en fait l'émergence, bien sûr, qui fait que les gens sont découragés et se refusent à voter. L'Alliance populaire, c'est de dire on va montrer, avec toute la bonne volonté du monde, que est-ce qu'on va y arriver ou pas à faire un parti, à passer à la télé, à être dans le journal de Bernard Arnault, à expliquer qu'effectivement, oui, on peut être critique de la démocratie, c'est normal, puisque elle a ses limites, et que, regardez, quand vous avez des initiatives citoyennes, elles ne sont pas là. Quand vous voulez parler réellement du problème de l'Union européenne, du problème
démocratique de l'Union européenne, du problème aussi de la fin de la souveraineté française. Eh bien, vous ne pouvez pas. Tout simplement. Et c'est ça qu'on veut montrer. Voilà, et nous aurons affaire évidemment, à ces fact-checkers, et à tout un monde qui ne veut pas en fait être mis face à la contradiction. Parce que ce serait la fin du mensonge, d'une certaine façon. Alors, la clé d'une restauration de la confiance dans la démocratie réside, selon Rudi Reichstadt, dans notre détermination collective à prendre au sérieux le problème de la désinformation endémique qui sévit désormais quotidiennement sur les réseaux sociaux. Pour lui, le problème démocratique, pour restaurer la confiance, il faut censurer les réseaux sociaux. Alors, il faut dire qu'il y a de la désinformation et donc qu'il faut fermer le robinet à désinformation pour qu'il n'y ait plus que le système plutocratique, oligarchique qui s'organise et qui propose la même chose. Non, pour moi, la clé d'une restauration de confiance dans la démocratie, elle réside dans la construction d'une initiative citoyenne qui va montrer que oui, on peut porter au pouvoir un parti citoyen qui n'existait pas et qui va faire en sorte d'exister dans les médias, mais d'exister dans le territoire, en réalité, et de porter un projet qui n'est porté par aucun des autres partis. Ça me paraît important. Sachant que les initiatives, elles sont là, elles existent, elles sont déjà débattues, elles sont déjà écrites. Il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur ces thématiques, mais ils sont invisibles, volontairement. Mais pour Rudi, non, c'est plutôt la désinformation le problème, évidemment. À défaut, il ne nous restera plus qu'à regarder les barbares s'emparer de la cité et à redevenir les spectateurs de notre destin collectif. Alors c'est marrant parce que j'avais participé à une initiative, il y a ça quelques années, d'un candidat citoyen qui s'appelait Julien Le Tailleur, qui n'existait pas en fait. C'était, une entité qui avait été, inventée, et derrière l'association, le groupe qui portait cette candidature, c'était très intelligent comme démarche, s'appelait Les Barbares. Hein, justement pour dire on est là, non pas pour, détruire la cité, mais pour, apporter, un nouveau vent frais en fait, vivifier le destin, démocratique. Donc je salue ceux qui étaient dans cette initiative à l'époque, c'était plutôt intéressant. C'est ça que je veux reprendre d'une certaine façon, mais sans jouer sur le candidat qui n'existe pas. Non, on va incarner cette initiative. Je pense qu'il faut l'incarner et il faut la porter correctement. C'est ça qui peut changer les choses plutôt que de dire que ça va encore être la désinformation le problème. Voilà. Cyril Hanouna serait sur le départ apparemment, il est encore, jusqu'en 2026, payé 30 millions par Bolloré, mais bon, il pourrait avoir une clause de départ. En gros, vu que C8 va s'arrêter, il y a pas de raison pour Bolloré de continuer, Touche pas à mon poste et les émissions d'Hanouna. Lui-même en a un peu marre, il voudrait devenir producteur, sur internet en fait, lancer des initiatives avec, plein de petites chaînes, comme, Webedia et autres, et il est en discussion, pour quitter le groupe Canal+. Alors il y a la question d'Europe 1, puisque son émission marche très bien sur Europe 1, et donc visiblement, il chercherait pas à aller ailleurs, puisque les autres chaînes ne veulent pas avoir affaire à l'Arcom et se dire « Ouh là là, ça va mal se passer ». Et je pense que c'est pour ça qu'il a invité Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, dans son émission en chroniqueuse hebdomadaire, sans doute par défiance. Enfin, il y a des trucs qui se passent à Saint-Germain dont on est visiblement, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, mais c'est quand même assez intéressant de voir ça. Je pense qu'il prépare la suite, on ne la connaît pas, mais visiblement ce serait du côté d'internet. La vache Panga, donc je vous en parlais tout à l'heure, qui a été, vous avez peut-être vu cette vidéo, emportée par les flots. Eh bien, elle n'a pas survécu, c'était en Haute-Loire, hein, la région de Laurent Wauquiez, qui est allé d'ailleurs à la rencontre des habitants dans la Haute-Loire. Voilà ce qui a été publié par l'agriculteur. Nous avons également retrouvé Panga ce soir. Elle a parcouru plusieurs kilomètres avant de finir dans un pré juste avant Tence. Merci aux pompiers pour leur aide et toutes les personnes touchées par cette histoire, avec l'image de la vache décédée dans un pré après son parcours dans les flots. Pensée émue à cet animal victime, elle aussi, des inondations et de la folie des hommes. Que voulez-vous ? Folie des hommes. Le ministre du Budget, on en parlait tout à l'heure en introduction, il affirme ne pas être opposé aux cessions de participation de l'État pour éponger la dette. Ben non.
Pourquoi s'embêter? C'est quand même le truc qui permet de flinguer l'État encore plus rapidement, hein. Les macronistes, par exemple, comme ça, ont vendu la Française des Jeux, qui était une vache à lait, hein, pardon pour Panga, mais qui permettait de ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, ils le vendent une fois, ils récupèrent l'argent une fois, puis après, on se rend compte qu'il y a un manque à gagner énorme. Et bien là, la cession des participations de l'État, c'est la même chose. Si l'État, par exemple, se séparait d'EDF, eh bien, ce serait encore plus terrible pour les Français, pour le prix de l'énergie, bien entendu, mais aussi pour l'État qui ne pourrait pas jouer, hein, sur, les dividendes d'une entreprise privée qui rapporte beaucoup d'argent. Mais encore une fois, vous avez l'ombre des directives européennes derrière cette cession, des bijoux de famille, des biens de l'État. C'est évidemment, la façon de faire, depuis longtemps maintenant. Puis cette nouvelle, mais vraiment dégueulasse, où là tu te dis: «Mais on atteint le niveau zéro de l'humanité». Paulette, 86 ans, qui était menacée d'expulsion de son camping à Aix-en-Provence, s'est suicidée. Paulette, elle s'est pendue sur le petit coin de terre qu'elle avait construit année après année, dans un petit camping qui payait pas de mine vers, Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce que le camping, pendant 30 ans, il a été tenu par une famille. Puis la personne est décédée, ça a été, vendu, à un architecte qui a fait faillite et c'est un groupe qui s'appelle Utopia, Hutopia, qui a repris le camping et qui, veut expulser tous les habitants à l'année du camping pour faire des travaux. Seulement, ils ont fait ça de manière très violente, en coupant l'eau, l'électricité et en poussant les gens dehors plutôt qu'en leur proposant des solutions d'hébergement et en disant: «Vous retrouverez, peut-être un emplacement dans ce camping». Et ben Paulette, 86 ans, elle s'est pendue parce qu'elle se voyait pas partir de ce qu'elle avait en fait, le seul truc qu'elle avait dans la vie, cette petite caravane sur ce petit bout de camping vers Aix-en-Provence. J'ai envie de chialer en fait, pardon, mais c'est comment on peut être aussi inhumain? Comment on peut être aussi dégueulasse en fait avec les gens? Comment on peut en arriver là? C'est juste dingue. Et c'est ça, c'est cette société-là, c'est ça nos putains de valeurs. Utopia, vous allez sur leur site, bienvenue dans nos campings et villages. Vivez des séjours en pleine nature. Chez Utopia, nous accueillons depuis 24 ans pour des séjours en hébergement originaux ou en emplacement avec votre tente, votre van ou tout simplement à la belle étoile. C'est la promesse d'évasion et de découverte au cœur de sites naturels uniques. Redécouvrez le nouvel art de camper entre lacs, rivières, forêts, mers et montagnes pour des vacances inoubliables. Avec Utopia, voyagez libre, campez nature, suicidez-vous. Bravo. Eh ben, paix à Paulette, quoi. Et honte à Utopia. Bon, alors Bruno Le Maire, on en a parlé. On a parlé de tout ça. Voilà, on a fait le tour, je crois, de ce que je voulais vous montrer ce matin. Je vous remets le bloc de béton qui flotte parce que ouais, on fera pas mieux en fait. On fera pas mieux pour vous expliquer pourquoi il faut soutenir la presse libre et indépendante, pourquoi c'est important de suivre la revue de presse du Monde Moderne, mais aussi tous les médias indépendants et tous ceux qui essayent de vous informer et de vous dévoiler quand même la machine à rendre bête qu'est la télévision. Voilà ce que ça donne quand même. Je vous le remets parce que on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Débris, c'est le cas de visiblement ce bloc de béton qui est transporté par cette rivière. C'est assez impressionnant et c'est vrai que les mots manquent pour témoigner et vous raconter cette situation en live. Les mots manquent pour raconter cette situation en live. Moi, j'ai bien les mots, hein, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà, merci à tous d'avoir suivi la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez commander l'élastique du Monde Moderne, cet objet magnifique qui, fera de vous un combattant, de la liberté. Il est là, regardez. Ah, voilà, et de la force. Il suffit simplement d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse postale du Monde Moderne qui va s'afficher avec la petite musique très forte. Et puis, si vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner à notre chaîne. Bientôt 180 000 abonnés sur YouTube. Sur X, on va bientôt être 300 000. On est également sur Telegram. Alexis Poulain, vous pouvez trouver mon canal. Et on va lancer, bien sûr, cette initiative, l'Alliance populaire, pour essayer de montrer que si on est dans une démocratie, allons-y. Il est temps de redonner l'espoir aux gens, mais surtout la confiance. Et l'idée qu'on peut, oui, s'engager, changer les choses parce que c'est nécessaire. Je compte sur vous.
Et j'espère que, on pourra en parler, prochainement en face à face. Je cherche aussi, des salles, des lieux, pour venir à votre rencontre. Donc si vous avez ça à votre disposition, si vous êtes propriétaire ou si vous connaissez, des responsables de salles, qui sont prêts à accueillir la revue de presse en live, et un meeting, de campagne, hein, allons-y. Bah, n'hésitez pas, contact@lemondemoderne.media. Vous pouvez nous écrire, et me proposer pour qu'on organise les dates pour 2025 et fin 2024. Voilà, merci beaucoup. Attention, la musique va être un petit peu forte, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est parce que j'aime bien, en fait, que vous soyez maltraités. Moi aussi, je suis maléfique. Non, pas du tout, en fait. Non, c'est juste que j'ai pas encore remonté le truc avec un son, correct. Voilà, allez, bonne journée. Ciao.